Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Facebook Live. Voilà, donc nous sommes lundi soir, alors c'est un peu étonnant et exceptionnel en tout cas comme jour, pas comme horaire mais comme jour. Il se trouve que la semaine dernière, c'était prévu mercredi ce Facebook Live. Et j'étais présent à 19 heures et j'ai essayé à plusieurs reprises, mais il y avait, semble-t-il, un problème lié à Facebook au niveau mondial. Et donc, je n'ai jamais réussi à lancer une vidéo en direct. Donc, voilà, je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui. Peut-être que vous serez plus nombreux. Dans ce cas-là, nous verrons s'il faut modifier les horaires. En tout cas, voilà, je sais que même si vous êtes peu nombreux à regarder en direct, vous êtes toujours très nombreux à suivre ce Facebook live en différé. Voilà, donc en faisant vos courses, sur la route, dans le train, en fait, comme vous le souhaitez. En famille aussi, éventuellement. Donc là, vous êtes 3 spectateurs pour l'instant, mais c'est pas grave, on va je vais quand même le tenir. Ce qu'il faut voir, c'est que nous évoluons actuellement dans un environnement politique national un petit peu compliqué, vous l'avez compris, et avec un certain nombre d'incertitudes sur l'année 2025 dont je ne vais pas anticiper celle-ci. Vous aurez l'occasion de m'entendre, si vous le souhaitez, à la cérémonie des vœux le lundi 13 janvier à 19 heures au gymnase de Gaillon. Vous pouvez venir à partir de 18h30. Et là, je parlerai davantage de l'actualité un peu nationale et puis tout ce qu'on a pu vivre en 2024 et puis avec les projections sur 2025, si tant est que nous puissions avoir un gouvernement d'ici là pour que nous puissions nous projeter. Voilà, donc j'ai aussi reçu un certain nombre de questions en amont de la séance d'aujourd'hui, donc j'y répondrai bien évidemment. Et puis si vous avez des questions à me poser en direct, je suis là pour ça, je les verrai là et je vous répondrai autant que possible. Ou si je n'ai pas la réponse, ben, je la trouverai pour vous l'apporter ultérieurement. Un point d'actualité en fait qui n'est pas forcément le plus marrant, mais le vendredi soir, un certain nombre d'entre vous en fait s'en sont rendus compte et ont peut-être vu sur les réseaux sociaux. Il y a eu un incendie au CAB, au centre aquatique des Berthizettes, donc à Viroflay, et c'était un incendie d'un sauna extérieur. Il y a 2 saunas à l'extérieur qui donnent sur la terrasse, et c'est le grand sauna qui a pris feu. Donc ça a mobilisé pas mal de pompiers et ça a beaucoup immobilisé certaines voies, certaines routes dans Viroflay, ce qui a créé un petit peu de pagaille dans les rues de Viroflay, combiné aux travaux du village. C'était assez sympa. Voilà, ce sauna a pris feu, semble-t-il, à la suite d'une intervention sur le thermostat qui avait eu lieu dans la journée. Au niveau du câble, donc voilà, certainement un incendie lié à un court-circuit peut-être ou je ne sais quoi d'autre. En tout cas, la piscine a rouvert dès le lendemain matin, donc samedi matin, pour toutes les activités, le bassin sportif, le bassin ludique et le bassin d'activité. Voilà, donc rien de grave, pas de blessés bien évidemment, et donc l'activité peut perdurer. Et il reste 2 saunas encore, un extérieur, mais je pense qu'il est peut-être un peu fermé compte tenu de la proximité de celui qui a brûlé. Et puis il y a un sauna encore à l'intérieur, plus un hammam, enfin tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez continuer à le faire à Viroflay. Après, ce sera, voilà, les travaux seront peut-être un petit peu longs à mettre en place, les assurances et tout cela. Et ça, je le laisserai évidemment au Palia, le concessionnaire qui gère cet établissement, en fait, fera le nécessaire pour remettre tout cela en état. Là, ça me donne aussi l'occasion de parler un peu du centre de secours des pompiers de Viroflay. Vous savez, il y a eu un certain nombre de décisions et ça a parfois un peu suscité l'émoi dans Viroflay. Le conseil municipal avait
fait voter une motion également sur ce centre de secours qui va donc fermer à partir de jeudi de cette semaine. Donc voilà, fermer définitivement. Le sort du bâtiment n'est pas encore réglé. Il semble qu'il appartienne au service départemental d'incendie et de secours qui est en train de réfléchir à ce qu'il pourrait y faire dans ce bâtiment. Donc je vous donnerai des informations ultérieurement sur ce bâtiment et nous serons couverts par les casernes de Vélizy et de Versailles. Je reçois les chefs de ces casernes tout début janvier pour définir ensemble les modalités de cette couverture secours et incendie. Une chose aussi que je voulais vous dire, c'est un peu d'actualité, des choses aussi que vous avez peut-être remarquées, mais le fait que nous avions décidé il y a quelques mois, ou peut-être 2 ans, d'éteindre l'éclairage nocturne, l'éclairage public en fait durant la nuit entre 1h45 et je crois aux alentours de 4h ou 4h45 en fonction des horaires des derniers et premiers trains. Nous avons décidé de rallumer l'éclairage public durant la nuit voilà, parce qu'en fait il y a eu 2 ou 3 épisodes d'incivilité dans Viroflay, notamment des tags qui ont été faits sur les murs, sur les chaussées, notamment en fait des chaussées fraîchement recouvertes d'enrobés, et donc et il se trouve que la nuit les caméras ont un peu plus de mal à fonctionner, donc nous n'avons pas pu exploiter les caméras qui existaient sur les lieux en question. Donc en fait nous avons décidé de rallumer l'éclairage public qui n'était éteint que 3 heures environ chaque nuit, et qui en fait l'éclairage, lorsque on éteint et on rallume trop souvent les systèmes d'éclairage public de ce type-là, semble-t-il, ça a une incidence sur une usure prématurée des LED et des luminaires en question. Donc ça permettra certainement aussi de faire une économie en termes de maintenance. Il y a encore pas mal de lampadaires qui sont éteints, quand je dis éteints, qui ne fonctionnent plus. Et c'est notre prestataire qui a un petit peu de mal à les gérer et nous devons en changer prochainement, il me semble bien. Donc voilà, ne perdez pas patience si vous avez un lampadaire soit qui clignote, soit qui ne fonctionne plus dans votre rue. Voilà, nous le savons et nous interviendrons quand la société qui le fait sera davantage efficiente. Depuis notre dernier Facebook Live, il s'est passé pas mal de choses dans Viroflay, notamment quelques inaugurations. Je voulais vous en parler un petit peu parce que ça vaut le coup de savoir, parce que vous n'êtes pas forcément au courant de ces différentes inaugurations, sauf si vous lisez le magazine ou que vous suivez fidèlement le Facebook de la ville ou le Instagram de la ville ou le site de la ville. Et donc nous avons pu inaugurer la crèche Jeanne Gégé qui se trouve sur l'avenue en face du garage Peugeot, donc une crèche de 42 berceaux, une crèche toute neuve dans un bâtiment à Ossature-Bois, le premier bâtiment à Ossature-Bois de Viroflay. Et donc cette crèche est opérationnelle depuis fin août et elle fait le bonheur du personnel, des enfants, des parents. J'ai pu aller à la fête de Noël de cette crèche vendredi soir, et je dois avouer que l'humeur était tout à fait joyeuse et tout le monde était satisfait, à commencer par les personnels en fait qui ont transhumé de la crèche du plateau vers cette nouvelle crèche toute neuve et tout à fait fonctionnelle. Nous avions aussi la présence de notre député et Anne Bergance et du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot à cette inauguration. Nous avons aussi la semaine suivante inauguré la nouvelle maison des jeunes de Viroflay, la MJV Philippe de Dieuleveux. Donc ce nom ne vous est pas inconnu puisque Philippe de Dieuleveux était résident de Viroflay. Il y a encore un de ses fils qui y réside, et donc ce nom avait été donné au centre de loisirs qui se trouve juste à côté du conservatoire. C'était en 85 ou 86, me semble-t-il, 86 ou 87. Et donc, voilà, nous avons donc fait d'énormes travaux sur cet ancien centre de loisirs pour le transformer
en maison des jeunes de Viroflay qui accueille déjà les adolescents en lieu et place d'Arcado et qui sera susceptible d'accueillir ultérieurement, à partir du moment où on aura ficelé le projet pour cette tranche d'âge, accueillir des lycéens, voire un petit peu au-delà, pour proposer des moments d'activité ou de convivialité aux jeunes de post-collège. Et ce bâtiment de la MJV en fait, est tout à fait remarquable parce que nous avons choisi de conserver sa structure déjà construite, mais de le rénover intégralement, à la fois en cassant des cloisons à l'intérieur, mais également en fait, en faisant un gros travail sur sa capacité à générer, à consommer moins d'énergie, puisque nous l'avons isolé de façon très performante. Et puis on a changé aussi les luminaires, on a changé les fenêtres, également tout ce qui était menuiserie extérieure, donc pour en faire un lieu qui théoriquement devrait permettre d'économiser près de entre 65 et 70% d'énergie par rapport au bâtiment précédent. Vous voyez un vrai gain en termes d'efficacité énergétique, avec des pompes à chaleur également, en fait, vous voyez, avec des productions de chaleur tout à fait performantes et davantage écologiques que consommer du gaz par exemple. Et puis nous avons aussi travaillé, et ce n'est pas encore tout à fait fini, sur l'extérieur pour désartificialiser les sols autour de ce bâtiment, donc avec davantage de lieux, d'espaces perméables et puis également, oui, ce qui est important également, c'est que nous allons également, en lien avec les jeunes qui le fréquentent, planter un certain nombre d'arbres en périphérie de ce terrain, et surtout des arbres fruitiers. Et on va, donc des poires, des groseilliers, des framboisiers, enfin tout un tas de choses comme ça, et puis également des kiwis. Des kiwis poussent très bien à Viroflay, donc il y a plusieurs endroits dans Viroflay, dans les jardins, où il y a des arbres à kiwis. Donc voilà, ça va être assez génial. Et nous vous proposons de découvrir ce nouveau lieu lors d'une journée porte ouverte le 1er février prochain. Vous aurez toute l'information évidemment sur les horaires dans vos médias habituels. Voilà des choses. Et puis peut-être que certains se sont posé une question aussi, en fait, sur un autre sujet, un tout autre sujet, se sont posé la question de savoir pourquoi au pied des arcades, en bas de la rue Rieussec qui est à l'angle avec l'avenue de Général Leclerc, pourquoi figurait un banc rouge? C'est le seul banc rouge dans Viroflay, donc peut-être que certains ont été surpris. L'information a été indiquée dans le magazine de la ville, mais si vous ne l'avez pas lu, il se trouve que nous avons inauguré ce banc rouge. Ce banc rouge est, depuis quelques mois maintenant, une forme de témoignage de la lutte contre toutes les violences domestiques, notamment les violences faites aux femmes, mais pas uniquement pour Viroflay. Nous avons souhaité qu'il soit le témoin de la lutte contre les violences, notamment faites aussi aux enfants, aux personnes âgées, tout type de maltraitance contre des personnes. Et donc il y a un petit panneau à l'arrière qui indique qui indique tous les numéros d'urgence qui peuvent exister pour pouvoir voilà, soit porter plainte, soit porter un témoignage ou pour en savoir un peu plus sur ces questions de violence, si vous êtes vous-même concerné ou si vous avez un voisinage qui peut être concerné. Il ne faut surtout pas hésiter parce que ça peut permettre aussi de sauver des personnes. Donc n'hésitez pas à faire en sorte que d'utiliser ces numéros si vous avez un doute. Alors, je prends une première question qui arrive de Serge Thérèse Thibault. Pourrions-nous avoir une ou deux places de parking, pause minute, réservées aux parents qui accompagnent leurs enfants à la nouvelle crèche Jeanne Gégère? Alors, c'est en cours de discussion, effectivement, des places ont été refaites en fait, par le promoteur Bouygues Immobilier avec un enrobé tout neuf devant cet immeuble-là. Je crois qu'on doit faire du marquage pour avoir effectivement une durée de stationnement limitée. Le reste de l'avenue est en stationnement payant, mais il me semble bien que nous envisageons de faire un stationnement de courte durée pour permettre à 2 ou 3 voitures maximum
de pouvoir stationner, pouvoir amener les enfants ou venir les rechercher. On ne va pas non plus en faire une dizaine. Si vous pouvez accompagner les enfants avec un autre moyen que une voiture, ce serait aussi bien, parce que ça permettrait de cette façon d'éviter plus de trafic et évidemment plus de pollution. Voilà. Donc, mais je me sens bien que c'est envisagé. Je redemanderai à mes services techniques. Il y a eu un certain nombre de choses aussi qui se sont passées durant fin novembre et on a pu avoir l'occasion de venir à votre rencontre. Vous savez, traditionnelle rencontre du maire et des élus du côté du marché Verdun. Ça, c'était le 17 novembre. Et puis le samedi suivant, le 23 novembre, nous étions le matin sur le marché Leclerc, mais également l'après-midi à l'angle de la rue Pierre-Édouard et d'avenue Général Leclerc pour vous rencontrer et puis là aussi répondre à vos questions, aller voir sur place sur des endroits que vous auriez pu nous signaler. Donc nous avons fait beaucoup de rencontres et les élus qui étaient avec moi, notamment certains adjoints, ont pu apporter des réponses techniques parfois aux Viroflésiens qui sont venus nous consulter. Donc voilà, il se passe pas mal de choses à Viroflay. Et je vais certainement aussi avoir l'occasion tout à l'heure de vous rappeler l'agenda des semaines à venir. Un petit point d'urbanisme parce que ce sont... attendez, je regarde. Une autre question. Julien Duhornet, bonsoir. Serait-il envisageable de passer rue de la ferme Caffreux-la-Fontaine en stationnement payant? Ça éviterait les voitures ventouses de riverains qui possèdent des garages et qui occupent ces places. Bon, on va examiner cela. Je ne suis pas certain qu'on mette du stationnement payant parce que c'est l'occasion d'en parler. Nous sommes en train, vous l'avez vu, en fait, de faire des gros travaux de réaménagement de l'espace public dans le village. Tout le village qui avant était en stationnement payant va devenir en stationnement à durée limitée. C'était en zone bleue, durée limitée, il me semble, à 1 heure. Et donc, il est fort possible que nous étendions cette disposition aux rues adjacentes, la rue Jean-Ré par exemple, et peut-être la rue de la Ferme. Donc voilà, je vais voir aussi avec les services techniques pour savoir exactement ce qui est prévu. Voilà, évidemment, si les riverains qui possèdent des garages peuvent se garer chez eux, c'est tout aussi bien pour laisser la place à des personnes qui fréquentent le lieu de façon plus courte. Les commerces, par exemple, qui sont à proximité immédiate, la Brice Café, le boucher, ou tous les autres qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, très, très, très dynamiques. Je crois savoir que le caviste aussi de la rue Jean-Ré envisage d'avoir un dynamisme commercial encore plus fort et certainement marqué par des travaux sur sa façade ou sa devanture. Donc voilà, tout cela devrait gagner en qualité dans le village. Voilà, je vous en parlerai après du village parce qu'il y a un point sur les travaux que je dois vous faire tout à l'heure. Un petit point sur l'urbanisme, sur les questions que j'ai reçues il y a c'était une quinzaine de jours ou une dizaine de jours. Notamment, c'était Mélanie Robez qui m'a posé une question, je vous la lis, puisqu'elle n'apparaît pas dans le fil des commentaires de ce soir. Donc c'est « Bonjour, je souhaiterais avoir des informations sur les aménagements qui sont ou seront prévus sur le pâté de maison avenue de Général Leclerc entre le laboratoire d'analyse médicale et le restaurant La Presqu'île, construction d'immeubles, combien d'étages ?» Et, me dit-elle, j'ai l'impression qu'avec les années, ces petits immeubles de 2 étages qui faisaient le charme de Viroflay sont remplacés par des immeubles de 5 étages que de béton, point d'exclamation. Alors, vous l'avez peut-être vu, vous voyez ce pâté de maison en question, c'est celui qui se situe entre le laboratoire et la forge, qui elle-même est en reconstruction, et dans lequel on a encore, ce pâté de maison, quelques commerces, dont un coiffeur, dont le Chiso. Voilà, il n'y a plus beaucoup de commerces en fonctionnement. Et donc, alors je vois Julien Duhornet qui poursuit, mais je continue sur la réponse. Là, en l'occurrence, oui, effectivement, vous avez vu, il y a eu, depuis quelques années, il y avait un permis de construire qui avait été accordé
à un promoteur qui a été franco-suisse pour reconstruire et rénover ce quartier. Je peux vous dire que même si ces petits immeubles de 2 étages font le charme, comme vous dites, de Viroflay, en l'occurrence, ils sont d'une insalubrité, en tout cas, ils sont extrêmement vétustes et n'ont aucun intérêt à être conservés. Et cette vétusté est irrémédiable. Donc, très clairement, il est question de pouvoir les démolir puis les reconstruire en les décalant en 2 mètres ou 2 mètres 50 pour pouvoir regagner de la place sur l'avenue et compléter l'aménagement du centre-ville tel que nous l'avions imaginé, notamment mettre en place une piste cyclable. Voilà, donc en fait, c'est cette opération immobilière qui aurait dû se faire depuis quelques années, mais qui a été abandonnée par le promoteur, devra se faire dans les années à venir. Donc c'est le sens de ce futur projet. On a mis d'ailleurs, vous avez vu sur les façades, le fait que la ville et ses partenaires travaillaient pour améliorer la vie de ce quartier. Et vous dites en fait que ces immeubles de 2 étages sont remplacés par des immeubles de 5 étages. Alors je vais vous donner un exemple, et un seul exemple. C'est le fait que au niveau du 15, je vais prendre cet exemple-là, il est intéressant. Au niveau du 15 de l'avenue du Général Leclerc, donc pratiquement en face de la nouvelle crèche, il y a un immeuble qui s'est construit il y a maintenant 5 ou 6 ans, je crois, par le promoteur Ogic. Cet immeuble-là est un R plus 3 plus attique. Alors R plus 3, ça veut dire rez-de-chaussée, plus 3 étages, plus un dernier étage en retrait, c'est ce qu'on appelle un attique. Et donc R plus 3 plus un attique, ça fait au total 5 niveaux, effectivement. Il se trouve que l'immeuble qui est juste à côté, qui a été construit dans les années 60, lui, fait au total 8 niveaux, puisqu'il a un R plus 6 plus attique. Et donc en fait, les immeubles qu'on construit actuellement sont souvent d'ailleurs moins hauts que les immeubles qui ont été construits dans les années 50 ou 60. Voilà, donc, et il faut bien aussi rénover les endroits qui sont vétustes. Notamment, et puis y répondre, puisque c'est une deuxième question qui avait été posée par Mme Robez. Quel est votre projet, monsieur le maire, pour Viroflay concernant sa densité? Alors là, on n'a pas beaucoup de temps non plus pour vous répondre, mais venez aux réunions publiques en fait, qu'on peut organiser, parce que c'est aussi l'occasion de pouvoir parler de ces différents sujets. Et elle continue, cela construit à tout va de grands immeubles, notamment vers le tennis, avec ce grand complexe immobilier. Viroflay va-t-elle garder son esprit village ou sommes-nous en train de devenir une grande ville? Alors je peux vous rassurer, surtout que même s'il y a des constructions qui voient le jour sur Viroflay, déjà premièrement, si vous regardez dans les villes aux alentours, dans toute la région Île-de-France notamment, eh bien écoutez, ça construit aussi de partout parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une vraie crise, une vraie pénurie en termes d'immobilier et de logement dans l'Île-de-France, donc il est important de construire. Vous n'êtes pas non plus sans savoir qu'il existe une loi, la loi SRU, qui oblige un certain nombre de communes à avoir 25% de logements sociaux sur leur territoire. Donc nous sommes actuellement à 18,43%, donc il nous manque encore des logements sociaux, pratiquement 500 logements sociaux. Donc là aussi, en fait, ces constructions nous permettent de rattraper en partie notre retard. Donc ça me paraît tout à fait légitime. Et puis dernière chose, c'est le fait que j'ai reçu ce matin à mon courrier le dernier recensement par l'INSEE, et donc nous sommes 17 200 habitants à Viroflay à l'année dernière, et je vous rappelle qu'il y a maintenant pratiquement 60 ans, en 65, nous étions 16 500, vous voyez, donc assez peu de population en plus en l'espace de 60 ans, mais effectivement un nombre d'immeubles un peu plus important. Cela correspond à une évolution aussi de notre mode d'habitation, puisque nous avons moins d'habitants par logement que nous n'en avions dans les années 50 ou 60. Donc ça construit, oui, effectivement, mais Viroflay pourra facilement garder son esprit village. Vous savez, vous avez vu dans le dernier magazine, en fait, notre affiche de vœux ou notre carte de vœux, c'est Viroflay, l'esprit village. Et en fait, l'esprit village dépend pas uniquement des constructions, mais dépend aussi largement
de ses habitants. Et donc j'ai pu constater lors des différentes fêtes des week-ends derniers ou de Noël, des fêtes d'école, des fêtes de crèche, que l'esprit village était bien conservé à Viroflay, parce que les gens qui y habitent en fait sont très très contents d'y habiter, en tout cas pour la plupart d'entre eux, ou ceux qui savent le reconnaître. Voilà ce que je pouvais vous dire, et je rappelle aussi que dans ce quartier du tennis, nous avons aussi construit un EHPAD, donc ça fait 84 chambres en fait, ou lits pour des personnes âgées ou dépendantes, donc c'est très utile pour notre population. Nous avons aussi inauguré il n'y a pas très longtemps 21 logements en bail réel et solidaire, c'est-à-dire des logements en accession sociale à la propriété pour les personnes qui sont dans les plafonds de revenus qui les rendent éligibles aux logements sociaux. Donc vous voyez, c'est extrêmement utile de pouvoir s'y construire pour faire en sorte que vous puissiez les uns et les autres pouvoir vous loger dans Viroflay, ou vos enfants, ou les personnes auxquelles vous faites appel pour votre confort personnel, ou pour les commerces de Viroflay. Alors je vois qu'il y a d'autres questions pendant ce temps-là. Féti Arabe, il serait bien de mettre une caméra. Attendez, non plus, je reviens sur Julien Duornay. Je pensais plutôt à laisser de la place aux résidents du Carrefour de la Fontaine qui n'ont pas de garage parking et qui ne peuvent pas se garer dans leur rue. Bon, écoutez, on regardera ça. C'est vrai qu'une zone à durée limitée d'une heure, ça ne suffit pas pour se garer dans la rue. Donc, effectivement, la seule solution, c'est du stationnement payant avec un abonnement qui vous permettra de vous garer, mais ça ne garantit pas de place dans la rue, mais c'est une question qu'on pourra étudier. Je la note en tout cas. Féti Arabe, il serait bien de mettre une caméra sur le passage Juliette au niveau de notre bâtiment, car il y a souvent des phénomènes de bande avec déjà des graffitis sur la voûte des deux immeubles. Alors c'est un sujet, Féti en fait le sait bien, c'est un sujet qu'on a pu rencontrer il y a quelques années, qui revient un petit peu, mais sur le fait qu'il y avait même aussi un petit peu de deal, me semble-t-il, en fait, dans ce passage Juliette, sous le porche entre deux bâtiments. Et donc nous avons multiplié, grâce notamment à notre police municipale et notre brigade de soirée, nous avons multiplié les contrôles, et le phénomène s'est un peu déplacé clairement sur les questions des graffitis ou la réunion de bandes, comme vous le dites. En fait, il ne faut surtout pas hésiter à appeler la police municipale. Vous avez un souci, vous remarquez quelque chose qui ne vous convient pas, appelez la police municipale qui viendra dès qu'elle le pourra. Si elle n'est pas occupée sur une intervention ailleurs, elle viendra. Et donc on n'arrête pas de dire aux uns aux autres, en fait, d'appeler. Voilà, il vaut mieux que la police se déplace pour rien plutôt qu'il se passe quelque chose d'un peu grave. Et notamment, vous avez la possibilité, est-ce que je continue, vous avez la possibilité de venir en mairie et récupérer donc un petit magnète comme ça à mettre sur votre frigo avec le numéro de la police municipale de Viroflay. Voilà, c'est un numéro de portable et il est marqué en cas d'absence, appelez le 17. Donc n'hésitez surtout pas, c'est important de pouvoir le faire. Julien Duornay, nouvelle question. Est-il possible de mieux sécuriser le passage piéton entre la piscine et le tennis? Un nombre important d'enfants utilisent ce passage piéton chaque semaine. Les voitures roulent assez vite depuis Versailles. Alors c'est un sujet, mieux le sécuriser. Je crois qu'il y a dû avoir quelques ralentisseurs ou des choses comme ça en fait en amont ou en aval. C'est un sujet qu'on intègre dans nous allons également reprendre, une fois que ces constructions dans ce quartier-là auront été achevées, c'est-à-dire dans assez peu de temps, nous allons travailler sur ce carrefour en fait de ce qu'on appelle la place de la Fête, pour faire en sorte qu'il soit moins un carrefour routier et qu'il soit plus agréable pour ceux qui le fréquentent avec autre chose qu'une voiture, notamment les piétons, mais également pour les deux roues. Donc c'est un point que nous devrions pouvoir améliorer. C'est vrai que, et en améliorant aussi le nombre de places de stationnement dans ce quartier-là. C'est vrai que la sortie, le passage piéton qui se situe entre le cab et la descente de la Sablière nécessite d'être même un peu, voire très attentif à la façon dont les voitures arrivent depuis la dune Versailles ou depuis la route du pavé de Meudon.
Donc on peut regarder ce qui peut être fait en attendant ces travaux de réorganisation de l'aménagement du carrefour qui devraient se faire dans l'année ou les 2 ans qui viennent, je pense, ces travaux. Nadège Rousselin, est-il possible de réparer le luminaire qui est hors service depuis quelques temps, remet des DI au niveau du passage Piton, après le 14, remet des DI? Oui, je crois que vous aviez posé cette question d'ailleurs en fait par écrit. Ça a été transmis. J'ai parlé un peu des questions d'éclairage public au début de cette session. Je l'ai moi-même constaté. Il doit y avoir 2 lampadaires, je crois, qui sont en dysfonctionnement. Un qui est éteint et un autre qui, de temps en temps, s'allume mais s'éteint très vite. Remet des DI. Donc là aussi, nous allons veiller à demander à notre prestataire de faire des interventions. Mais je vous l'ai dit, notre prestataire actuel est un peu défaillant, donc nous devons en fait changer de prestataire. Et donc, voilà. Mais ce n'est pas la seule rue dans laquelle il y a des lampadaires qui sont dysfonctionnants. Mais c'est vrai que c'est un peu sombre. Je l'ai constaté en allant à un spectacle vendredi soir à l'auditorium. Jean-Philippe Ollier, qui est maire adjoint à l'aménagement d'espace public, a noté pour la question du candélabre. François Wyss, monsieur le maire, attendez, hop. Je sais que nous en parlons à chaque live, mais prévu de nous préciser les prochaines étapes pour la piste cyclable reliée en cimetière. Alors, c'est vrai que j'ai l'impression d'en parler à chaque fois et de répéter à chaque fois la même chose. Calendrier espéré, étape administrative à lever en plus des discussions avec l'ONF. Félicitations pour le reverdissement de la gare routière de Chailly-Vélizy. Alors, merci pour ces félicitations. Je n'ai pas de calendrier à vous donner pour la piste cyclable le long de la forêt, le long de la route du pavé de Meudon, puisque les discussions avec l'ONF sont toujours en cours. Il ne faut jamais perdre patience avec l'ONF, mais c'est un travail de longue haleine la plupart du temps. Et surtout que l'ONF nous demande des compensations parce que il faudra qu'on prenne en partie sur, je crois, 1 mètre, 1,50 m sur le domaine forestier. Et donc, dans ce cadre-là, il est prévu des compensations. Et donc, c'est Versailles Grand Parc qui se charge de ces discussions et de trouver les compensations nécessaires. Et je crois même que Versailles Grand Parc doit racheter au conseil départemental des bois départementaux pour ensuite les redonner à l'ONF dans le cadre de compensation pour ce type de choses. Vous voyez, donc c'est très difficile de vous donner de calendrier. En tout cas, la volonté existe. Les financements, pour l'instant, existent, mais vous avez peut-être entendu, en fait, avec le gouvernement Barnier, que celui-ci avait abandonné le plan vélo de l'État et qui, en fait, permettait de récupérer un certain nombre de subsides et de subventions pour financer ces différents projets. Donc, il va falloir certainement financer ce projet-là uniquement grâce à Versailles Grand Parc et à la ville de Viroflay, ce qui nécessite de travailler sur les priorités. Mais en tout cas, la volonté, je peux vous le dire, elle est présente. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus que la dernière fois, hormis le fait que le plan vélo a été abandonné au niveau national, semble-t-il. Et puis merci pour le verdissement de la gare routière de Chailly-Vélizy, puisque je voulais en parler, et donc c'est un moyen aussi d'apporter, de créer un îlot de fraîcheur sur la gare de Chailly-Vélizy, la gare routière, qui est quasiment entièrement minérale. Et donc nous avons replanté 4 arbres, et en élargissant la base végétalisée en terre de ces différents arbres qui se trouvent en plein milieu de la place. Et puis nous créons une bande plantée, végétalisée, le long entre la gare routière et la rue Arthur Petit, qui devrait permettre aussi là un peu de consommer le carbone émis par les bus tant qu'ils fonctionnent aux énergies carbone, qui ne sont pas encore tous électriques. Et ça permettra aussi de donner un air un peu plus agréable à cette gare routière. Merci de vos félicitations et de vos remerciements. Voilà, je vois que d'autres nous rejoignent, donc Céline Giroir non plus, et Fabienne Connor, je crois qu'il habite pas loin de la gare routière, me semble-t-il, de Chailly-Vélizy. Donc j'espère que tout le monde sera satisfait. Les plantations arrivent de façon progressive. Je crois savoir, attendez, je cherche un peu, qu'une partie donc, a déjà été faite et les travaux de plantation seront finis courant janvier
et donc car nous sommes, je crois, en train d'attendre la suppression de certains fourreaux, donc des réseaux enfouis dans le sol qui ne servent à rien et qui viennent nous perturber dans cette végétalisation de la gare routière. Nous avions envisagé un projet beaucoup plus large de végétalisation, mais qui au final nécessitait de revoir complètement la configuration de cette gare routière, et je crois qu'en fait il coûtait plus d'1 million d'euros. Je l'avais conditionné lorsqu'on l'avait exposé, je l'avais conditionné à la possibilité de récupérer des subventions de l'État, notamment dans le cadre du fonds vert qui avait été créé il y a, je crois, à peu près 2 ans. Et donc nous avons choisi de faire un verdissement plus light, mais qui sera, je pense, néanmoins efficace. Alors, une question de Fabienne de Cotigny. Pourriez-vous mettre des dodanes dans la rue Arthur Petit? Les employés d'Amazon roulent à vive allure. Alors, oui. Les employés d'Amazon, en fait, vous savez, il y a un site Amazon, il y a un site Amazon à Vélizy. Le maire de Vélizy se plaint pas mal, en fait, d'Amazon, non pas d'Amazon en soi, mais en fait de tout le trafic. Quand je dis trafic, des camionnettes qui se passent autour, et puis parfois aussi un peu de trafic lié à des livreurs peu scrupuleux, on va dire ça comme ça arrive. Donc effectivement, les camionnettes se garent sur le niveau haut de cette gare routière. C'est le gestionnaire de ce parking, donc EFIA, qui a conclu un accord avec Amazon pour les garer. Et donc ils se garent un peu vite. Je ne suis pas persuadé qu'un ralentisseur les ferait ralentir dans cette rue-là. On fera des contrôles, notamment en fait, je sais qu'ils sont assez peu respectueux des stops ou des feux rouges. Donc en fait, j'ai demandé à ma police municipale d'être davantage attentive et puis peut-être faire un peu de pédagogie vis-à-vis de ces chauffeurs qui, je crois, partent le matin, généralement vers 10h ou 10h15 le matin, en convoi quasiment, y compris le dimanche. Donc les dodanes, je ne suis pas persuadé que nous ayons intention d'en mettre, mais on va faire de la pédagogie, nous verrons après ce que nous pourrons faire. Déjà, il y a des chicanes, le stationnement est en chicane à droite sur la partie haute et puis à gauche le long du parking EFIA pour essayer de réduire cette vitesse. Et Serge Thérastivo, pourquoi avez-vous végétalisé le trottoir le long de la gare routière? Alors c'est un trottoir qui servait quasiment à rien, puisque il y a un trottoir sur le côté droit en descendant la rue Arthur Petit, et ce trottoir était effectivement très étroit, et donc nous sommes dit qu'il était certainement préférable de le végétaliser pour contribuer à cette végétalisation et à faire un îlot de fraîcheur, tout en sachant que le trottoir de droit était praticable notamment par les personnes à mobilité réduite. Donc voilà, ce n'est pas très gênant de supprimer donc, un trottoir qui est étroit et qui arrive au final sur un stop, donc pas souvent respecté par les camions Amazon, mais pas que par les camions Amazon. Et donc il y a d'autres possibilités de cheminement plus sécurisées pour les piétons. Donc la végétalisation nous a paru plus avantageuse que de conserver un trottoir qui de toute façon n'avait pas la largeur requise pour permettre la circulation des personnes à mobilité réduite. Oui, alors là, si on est parti sur la question de la vitesse, du respect des stops et des feux, là je pense que nous avons tous des témoignages autour de ces difficultés, les rues en sens interdit, les stops non respectés, et donc je peux vous dire, Mme Tener, que le stop en bas de la rue Corbie, décoratif, oui, certaines personnes s'arrêtent, mais il y en a un autre un petit peu juste avant, rue Corbie également, juste avant le passage sous la voie ferrée. Et là, régulièrement, la police municipale fait des contrôles. J'ai même une personne qui s'est plainte d'avoir été verbalisée à ce stop-là, donc ça veut dire qu'effectivement la police municipale y est, de même façon qu'elle est de temps en temps sur le stop à côté de l'orangerie,
sur l'avenue Gaston-Boissier, et puis aussi au stop du côté de la rue Laura-Beaulieu et la rue Malouet. Voilà, donc la police municipale fait des trucs bien. Enfin, les incivilités sont monnaie courante, et notamment aussi donc les voitures, les camionnettes, les vélos également. Et tout à l'heure, j'ai vu quelque chose d'absolument incroyable. J'ai vu rue Gaston-Boissier un vélo d'un jeune, je sais pas, qui devait avoir peut-être 16 ou 17 ans. Il faisait nuit et il roulait sans aucun éclairage, donc avec des vêtements sombres, aucun gilet jaune. Donc voilà, j'en appelle à tous les parents responsables de contrôler les systèmes d'éclairage ou de cathodioptres sur les vélos de leurs enfants. C'est important, surtout si leurs enfants ont l'habitude de griller les feux rouges ou les stops. Voilà ce que je peux vous dire de tout cela. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Vous m'avez posé des questions et je suis là pour y répondre. Donc, des questions d'urbanisme, c'est vu. Un point sur l'avancée des travaux du village, qui sont dans une phase un peu contrainte et compliquée actuellement, puisque ces travaux du village se sont déplacés rue Jeanret et nécessitent de façon régulière de fermer la rue Jeanret là, depuis maintenant quelques semaines. Ça dépend des endroits. Ce week-end, par exemple, la rue Jeanret a été fermée au niveau de la rue Nicolas Niquet, en bas du conservatoire, et interdisant d'ailleurs aux personnes habitant rue Nicolas Niquet de pouvoir sortir de chez elles. Elles ont été prévenues en fait, par l'entreprise. Normalement, ça aurait dû être accessible ce week-end, mais l'entreprise a préféré avancer le plus vite possible pour pouvoir terminer ces travaux dans une partie de la rue Jeanret pour la fin de cette semaine et redonner la circulation normale dans la rue Jeanret pour les vacances scolaires et les fêtes. Voilà. Ce qui me paraît normal et légitime. Et surtout, comme nous mettons des pavés, certes sur les trottoirs, mais également en fait, sur la chaussée dans ces carrefours-là, en fait, ces pavés nécessitent de sécher suffisamment longtemps une fois qu'ils sont installés, puis après on y met une émulsion, et donc pour sécher, on ne doit absolument pas rouler dessus, et clairement ça nécessite de fermer la rue à la circulation automobile, et donc voilà, et pour savoir, et ça vous ne le savez peut-être pas, mais pour être informé, c'était une question d'ailleurs de Tacha Luo qui me disait pourquoi ne sommes-nous pas plus informés sur les moments où les routes sont barrées. Alors, nous avons mis en place un système de mail, et toutes les personnes, notamment tous les riverains qui le souhaitaient, ont pu donner leur mail pour obtenir les informations au jour le jour, quand c'est nécessaire, et l'adresse en question, si vous voulez la noter, ça peut être intéressant que vous le sachiez. L'adresse c'est Travaux Village, travaux avec un X, travaux au pluriel, donc Travaux Village en un seul tenant, @ville-le-du-6 viroflay.fr. Donc transmettez-nous, écrivez à cette adresse, nous indiquerons ensuite, nous mettrons votre adresse mail dans les mails de diffusion pour que vous puissiez être informé des calendriers de ces différents travaux. Là aussi, il y avait une question qui a été posée sur le fait que pourquoi n'y a-t-il pas de déviation indiquée clairement pour les travaux. Alors, c'est parfois un peu compliqué parce que les travaux sont un peu mouvants, les déviations doivent être établies de façon également un peu mouvante et ça peut se faire du jour au lendemain. Et puis, il peut y avoir des aléas climatiques qui font que les déviations qui étaient prévues ne sont plus en place ou le sont encore, mais de façon intempestive. Donc voilà, j'ai demandé à ce qu'il y ait en tout cas une déviation très claire qui soit mise en place au niveau du village, qu'on arrive de la rue Essec vers l'église Saint-Eustache, pour éviter de s'enquiller dans la rue Jeanret qui se retrouve bloquée. Et vous savez, ce qui est étonnant, c'est que j'ai observé la semaine dernière, même quand il y a un gros panneau marqué rue barrée à l'entrée de cette rue, ben les gens y vont quand même, en se disant c'est pas pour moi, c'est bien l'esprit français ça, c'est pas pour moi, j'y vais quand même et on verra bien. Et donc beaucoup sont amenés à faire demi-tour. Donc j'ai demandé à ce qu'il y ait des déviations indiquées donc pour ensuite ramener vers le chêne de la Vierge et reprendre
la circulation en direction de Versailles via la route du pavé de Meudon et ensuite la place Louis XIV. Donc voilà pour ces travaux du village donc, qui vont s'achever en partie en tout cas le 19 décembre, puis redémarrer à partir du mardi 7 et notamment je crois que tout début de cette semaine à la reprise de l'école, nous allons procéder à la plantation des plantes et des arbres sur le long du conservatoire. Là, on a installé une rampe et là où on a cassé l'ensemble du mur qui ferme le conservatoire. Donc, la végétalisation va se poursuivre. Attendez, je bois un petit peu, je m'assèche. La végétalisation va se poursuivre sur cette placette donc devant le conservatoire. Et nous avons aussi planté les arbres dans la rue Rieux-Sec, dans le village. Et il y a encore quelques végétalisations qui doivent arriver, notamment avec des poteaux qui permettront d'avoir une végétation grimpante et qui devrait traverser la rue Rieux-Sec en hauteur sur des câbles pour donner une impression d'arche végétalisée. Tout ça se fera certainement aux alentours du mois de janvier. Et il y aura une difficulté supplémentaire, mais qui doit se passer durant des vacances scolaires, qui sera la mise en place de pavés sur le carrefour de Saint-Eustache, entre Saint-Eustache, la Brise Café et le Petit Square qui se trouve en face. Donc là, même principe, ces pavés seront posés relativement rapidement, je le souhaite en tout cas, mais devront sécher pendant un certain temps, puis après avoir l'émulsion. Donc ce carrefour devrait être immobilisé pendant quelques temps. Voilà. Jean-Philippe Ollier nous dit précisément en fait, quand la rue Jean Rey sera totalement fermée entre le conservatoire et la rue Corbie. Donc c'est demain mardi et mercredi de 8h à 18h. Je vois une question donc de Nicolas Mémard. Y a-t-il un projet à moyen ou long terme de rénovation de l'avenue Jean Leclerc entre les arcades et Versailles? Il y a de plusieurs bâtiments délabrés, visiblement abandonnés, et la piste cyclable est extrêmement dangereuse, stationnement des automobilistes. Alors, il existe un projet, je peux vous le dire, un projet de rénovation complète de l'avenue de Général Leclerc avec création d'une piste cyclable. Pour l'instant, nous avons fait des bandes cyclables qui sont très larges et qui satisfont pas mal de cyclistes. Donc, même si de temps en temps des automobilistes s'égarent, voire des camions de livraison, en fait, voilà, je parlais des incivilités tout à l'heure. Il existe bien un projet, mais qui pour l'instant est en stand-by, puisque nous avons priorisé un certain nombre d'autres équipements publics. Vous l'avez vu, entre la maison des jeunes de Viroflay, la forge, la crèche, la piscine, voilà, j'en oublie certainement. Et donc nous reviendrons ultérieurement sur la question de l'avenue qui nécessite des moyens considérables, puisque c'est tout le profil de l'avenue que nous devons refaire pour refaire un aménagement avec stationnement longitudinal et non plus en épi. Voilà, donc c'est très compliqué, et ce qui est encore plus compliqué par la présence d'arbres avec des racines très présentes et qui, à l'instar de ce qui se passe aussi à Chaville, complique largement un aménagement pérenne. Et donc voilà, Chaville va, je sais que le conseil départemental des Hauts-de-Seine a un projet, mais projet qui a déjà pratiquement plus une bonne dizaine d'années. Il y a eu des enquêtes publiques et tout ça. Et normalement, les travaux devaient commencer en 2022, vous voyez, on est en 2024, fin 2024, et les travaux à Chaville n'ont toujours pas commencé. Comme quoi, en fait, ce type d'aménagement est extrêmement compliqué et nécessite, j'allais dire, c'est près de, sur l'ensemble de l'avenue, je pense qu'on est plutôt proche de 8 à 10 millions d'euros plutôt que quelques centaines de milliers d'euros. Donc, vous voyez, c'est un projet que j'aimerais pouvoir réaliser un jour, mais qui nécessite d'avoir une bonne visibilité sur les finances de la ville. J'ai vu une autre question. Dites donc, ce soir, vous êtes prolixe. Delphine Place, bonsoir. Pourrait-on envisager que les cendriers de collecte pour les mégots soient installés
sur des points de rassemblement devant des commerces de bouche ou les endroits ayant des terrasses par exemple. Alors, je vais vous dire, en fait, les commerces de bouche ou les terrasses, je pense que c'est aux restaurateurs eux-mêmes de mettre en place des systèmes de récupération des mégots pour ceux qui fument à l'extérieur, plutôt que ce soit la ville, encore une fois, qui soit dans l'obligation de mettre en place des systèmes pour des systèmes donc avec de l'entretien, du vidage régulier. Donc en fait, si vous pouvez en fait solliciter les restaurateurs qui ont des terrasses pour leur dire installez des mégots et ce sera à eux dans ce cas-là de les nettoyer, de les entretenir. Voilà, c'est toujours plus simple. J'ai déjà commencé à alerter un certain nombre d'entreprises, notamment au-dessus du marché. Vous savez, il y a des entreprises qui se situent là et on voit souvent en bas des cages d'escalier des personnes qui font leur pause, qui fument là. Mais il me semble que les entreprises ont installé des dispositifs de cendrier pour récupérer les mégots de leurs salariés. Voilà, donc c'est bien aussi que chacun se prenne en main, voire éventuellement, vous savez, il existe des cendriers portatifs, en fait, de poche. Et là, ça pourrait être sympa que les fumeurs se munissent de ces cendriers et vident ensuite leur cendrier de poche chez eux. Voilà, donc je n'envisage vraiment pas l'installation de cendriers de collecte devant un certain nombre de points à Viroflay. Donc là aussi, c'est une question de coût et de se mettre des frais de fonctionnement sur le dos pour des comportements individuels et parfois non civiques. Ça m'arrive régulièrement de rappeler à l'ordre des personnes qui ont jeté ou que je vois jeter des mégots sur la voie publique. Souvent, c'est plutôt bien pris, mais parfois des personnes s'en prennent à moi alors que je ne fais que leur rappeler la loi. Voilà ce que je pouvais vous dire. La guerre routière, j'en ai parlé. Si un point, je regarde l'heure, en fait, il est 19h52. Je vais essayer d'avancer. Merci en tout cas pour toutes vos questions. Je vais vous informer d'une nouveauté aussi cette année que vous avez vu certainement dans le magazine, si vous l'avez lu attentivement, sur le fait que nous allons installer des parcs à sapins. Ça m'avait été réclamé par un certain nombre de viroflésiens les années précédentes et la difficulté à Viroflay pour installer ce type de parc à sapins, comme tous les systèmes de points d'apport volontaire, se trouver des endroits suffisamment grands pour pouvoir à trouver sur l'espace public pour pouvoir y mettre ces points d'apport volontaire. Donc avec Versailles Grand Parc, nous avons identifié 16 lieux dans lesquels nous allons installer des parcs à sapins pour pouvoir donc les collecter. Ces parcs à sapins seront disponibles du 2 au 20 janvier et donc ils accueilleront vos sapins en fin de carrière et ils seront transmis ensuite en paillis par VGP. Le paillis sera utilisé sur le territoire pour venir couvrir d'autres végétations et surtout éviter de mettre des sapins artificiels ou les sapins naturels mais qui ont été floqués, vous savez, les sapins floqués en blanc, en rouge, en bleu, en fait, de toutes les couleurs. Et donc ça, ces sapins ne se recyclent pas, bien évidemment. Au-delà de ces dates que je vous ai indiquées, donc du 2 au 20 janvier, vos sapins, si vous les mettez au-delà, seront ramassés avec les ordures ménagères habituelles. Mais dans ce cas-là, le sapin ne sera jamais recyclé. Donc c'est un peu dommage de mettre en place des sacs à sapins, des packs à sapins pour recycler et de ne pas pouvoir recycler une partie des sapins que vous auriez chez vous. Voilà. Donc, et la carte est disponible donc, dans le magazine, mais également sur Internet, sur le site de Versailles Grand Parc et également sur l'application Tri VGP. Je n'ai pas vérifié, mais je crois que ça l'est depuis la semaine dernière. Voilà pour les parcs à sapins. Beaucoup de choses dans les commerces dans cette période. Et donc, je le dis, en fait, on est ici au cœur de Noël. Beaucoup de choses qui se sont passées sur les week-ends précédents. Et les commerces jouent le jeu. Il y a eu des apéros shopping très appréciés et très chaleureux dans le village, sur la place de Verdun. Et également un marché de Noël dimanche dernier qui a accueilli pas mal de stands. Et c'était très très sympathique et beaucoup de personnes étaient satisfaites, non notamment les commerçants, mais également les visiteurs. Je vous signale que le marché de Verdun, de la place de Verdun,
sera exceptionnellement ouvert, non pas les mercredis 25 décembre et 1er janvier, mais le mardi qui précède, donc le mardi 24 décembre et le mardi 31 décembre. Voilà, donc notez bien ce changement de date pour le marché de la place de Verdun. À noter aussi une initiative d'une dizaine de commerçants de Viroflay qui ont lancé, vous savez, comme dans Charlie et la chocolaterie, le ticket d'or. Donc le ticket d'or, il y a des lots à gagner chaque jour grâce à ce ticket d'or. Et donc ce jeu va vous permettre de découvrir les commerces impliqués dans cette opération. Je remercie vraiment ces fameux commerçants qui cherchent à mettre du dynamisme dans la ville. Et donc il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et notamment en fait la boucherie de la gare qui vous donne des indices pour savoir où trouver le ticket d'or du jour. Donc voilà, soyez attentifs à tout cela. C'est vraiment de belles initiatives. À la galerie 120, c'est-à-dire au 120 avenue du Général Leclerc, il y a également la présence de créatrices qui vous permettront d'acquérir des objets, des cadeaux en fait, pour Noël, donc, ou même pour vous. En fait, faites-vous des cadeaux vous-même. Et puis on a inauguré vendredi dernier le potager de Versailles qui se trouve à côté donc pas loin du marché, à côté de chez Pitou, qui a ouvert maintenant depuis quelques années, ouvre une nouvelle boutique de l'autre côté, pas loin du Franprix, à côté du caviste, et ça va s'appeler donc le potager bio. Et donc c'est une boutique avec des produits entièrement bio, des légumes, des fruits, des boissons, des bières, des potages, des confitures, du miel, des chips, des fruits secs, tout un tas de produits bio, donc pour vous faire du bien et faire du bien à votre corps. Et donc c'est l'ancien emplacement du fleuriste l'alchimiste qui s'est déplacé de quelques mètres. Donc allez les voir, ils sont super sympas. C'est Tristan notamment qui vous accueillera et qui vous présentera ces différents produits. Beaucoup de choses se sont passées, je vous l'ai dit, pour les fêtes de Noël. Il y a eu beaucoup de fêtes dans les écoles, dans les crèches. Je me suis rendu à certaines d'entre elles. J'ai même joué au Père Noël pour les assistants maternels qui fréquentent le cocon des familles. C'était mardi de la semaine dernière. Avec un succès mitigé. Je crois que la moitié des enfants qui sont venus prendre des photos sur mes genoux devaient être en pleurs. Donc voilà, je pense que je ne ferai pas carrière dans le métier de Père Noël. Il y a eu aussi un baptême de poney le 7 décembre dernier, donc avec un très grand succès. Et retenez que le samedi 21 décembre de 15h30 à 16h30, la bibliothèque vous propose de découvrir en famille l'histoire de Noël sous un tout autre angle, notamment avec un théâtre d'ombre autour du lutin Serge à la bibliothèque. Donc voilà, pour vos enfants, notez ce créneau donc, de 15h30 à 16h30 le samedi 21 décembre. Si vous n'êtes pas parti en vacances, profitez de votre présence sur Viroflay. Et encore pendant les vacances, la bibliothèque propose plusieurs malles aux histoires, donc le moment d'entendre des contes pour vos enfants. Voilà. Et je finis encore par un agenda. Vendredi dernier, non, c'était samedi soir, il y avait un très bel événement organisé qui a réuni près de 120 personnes. C'était un one-woman show. Alors ça se dit en allemand, en anglais comme ça, mais il se trouve que c'était un spectacle en allemand, 100% allemand, et sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le couple. Donc c'était un spectacle sur le couple en allemand, et près de 120 germanophones ou germanophiles étaient présents pour ce spectacle, donc une première à Viroflay. Alors, il n'y avait pas que des Viroflaysiens évidemment, mais c'était, semble-t-il, un très beau spectacle, notamment sur la compréhension des incompréhensions entre hommes et femmes. Je ne sais pas si au niveau des Allemands c'est à peu près la même chose qu'en France, mais en tout cas beaucoup de personnes sont ressorties tout à fait ravies de ce spectacle. Vendredi soir, il y avait aussi une salle comble à l'auditorium pour le spectacle de 5 de chœur qui s'appelait Jour de fête. C'était absolument magnifique. Et notez que ce mercredi-ci, donc le 18 décembre à 20h, il y a un récital de Alice Haché qui est dédié au répertoire de Barbara. Et donc Alice faisait partie des talents viroflaysiens
de l'année dernière. Donc je ne sais pas s'il reste encore des places, mais c'est un spectacle gratuit à 20h ce mercredi. Nous avons aussi les inscriptions. Si vous êtes senior, retraité, il y a les inscriptions qui sont en cours pour la fête des seniors qui s'intitule Les 1000 et une nuits, le samedi 11 janvier 2025 de 14h à 18h. Spectacle, goûter, tout un tas de choses. Donc inscription à la Forge pour cette fête des seniors. Les vœux à la population, comme je vous l'ai dit, donc se tiendront le lundi 13 janvier dès 18h30 pour l'accueil et 19h en fait pour le début des festivités. Vous y êtes tous invités cordialement. Nous aurons l'occasion de faire un point sur toute l'année 2024 qui se sera achevée et les perspectives 2025. Je ne vous parlerai pas du ou des gouvernements à venir. Je ne sais pas, mais en tout cas j'espère que nous aurons une organisation politique stable en France. Nous en avons besoin. Et je finis sur l'agenda culturel. Le vendredi 24 janvier, il y a encore pas mal de places qui sont disponibles pour entendre Colline Serrault qui va nous parler de sa vie, son œuvre. Colline Serrault, vous savez, c'est la réalisatrice de 3 hommes et un couffin. Donc Colline Serrault, c'est une figure en fait de la littérature et du cinéma. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire pour venir la voir. Voilà. Merci à vous tous et à vous toutes de votre attention. Il est 20h01 et donc je vous souhaite des très bonnes fêtes de Noël et fêtes de fin d'année. Passez-la en famille, entre amis et surtout n'oubliez pas les personnes un peu isolées, vos voisins, allez leur apporter un petit cadeau, une petite pâtisserie ou je ne sais quoi, pour qu'eux aussi partagent la fête avec vous et le bonheur de ces fêtes de fin d'année. Voilà. Et j'aurai l'occasion de vous adresser tous mes vœux l'année prochaine. Merci à vous tous et très belle soirée en attendant les fêtes de cette fin d'année. À bientôt. Au revoir.